Vivre un phénomène qui nous semble paranormal et ne pas être cru, moqué ou bien devenir une attraction médiatique, ce sont les pires situations qui peuvent arriver aux victimes, en plus de ne pas voir leur cauchemar s'arrêter. Je vais vous raconter l'histoire du poltergeist de Battersea, une affaire effrayante qui dura 12 ans et dont tout le monde a parlé en Angleterre quand elle a eu lieu, de la presse jusqu'aux politiciens. D'abord, le récit tel qu'on le connaît par les témoins, puis d'autres points de vue sur l'affaire et ce qu'elle représente aujourd'hui. On va plonger ensemble dans l'une des affaires les plus célèbres d'Angleterre autour d'un poltergeist. Mais juste avant ça, je remercie CyberGhost VPN qui sponsorise cette nouvelle vidéo et qui m'a permis de financer un super documentaire sur le folklore ariégeois que vous verrez dans quelques semaines. CyberGhost VPN, c'est un des meilleurs VPN sur le marché. Si vous ne le savez pas déjà, un VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Vous pouvez donc utiliser Internet anonymement en toute sécurité, que ce soit depuis chez vous ou encore depuis un réseau Wi-Fi public, que vous soyez en déplacement dans un café, une gare ou bien un restaurant. Un VPN permet également de débloquer du contenu géorestreint, ça va des sites d'information anglophones pas forcément accessibles normalement et qui me sont bien utiles pour vérifier des sources, jusqu'à un accès complet des catalogues de vos plateformes de streaming préférées. CyberGhost VPN, c'est aussi l'un des leaders mondiaux avec plus de 15 années d'expérience et 38 millions d'utilisateurs à travers le monde. Ils sont notamment notés 5 étoiles par plus de 14 000 utilisateurs sur Trustpilot. En utilisant le lien que je vous laisse en description, vous bénéficierez d'un tarif spécial de 1,94€ par mois pour un abonnement de 3 ans, soit une remise de 84% et de 4 mois offerts. Avec cet abonnement, vous pouvez protéger 7 appareils en même temps, quel que soit le type d'appareil, une smart télé, un téléphone, un PC ou encore un Mac. Et si jamais vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN vous offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Je vous laisse encore une fois le lien en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Au début de l'année 1956, la famille Hitchens est locataire du 63 Wycliffe Road, Battersea. Dans le foyer, le père Walter, 47 ans, travaille en tant que conducteur de métro. Il est décrit comme quelqu'un d'assertif, tempéré. La mère, Catherine, 51 ans, est handicapée par une arthrite chronique. Elle est souvent à la maison. Leur fille Shirley vient tout juste d'avoir 15 ans. Elle partage la chambre de ses parents, chambre en permanence verrouillée la nuit parce qu'elle est somnambule. À l'étage de la maison vit la mère de Walter, est-elle, 73 ans, infirmière et sage-femme à la retraite. Ce serait une matriarche autoritaire. Elle partage l'étage avec un certain Mark, il a une vingtaine d'années, c'est un proche de la famille, mais nous n'en savons pas vraiment plus à son sujet. Bon voilà, vous avez le décor qui est planté, et pour ce qui est du quartier, c'est un quartier populaire assez banal. Il y a 2 sœurs de Walter qui vivent dans la même rue. On est alors en janvier 1956, et les problèmes commencent. Shirley trouve une clé sur son lit. Vous allez me dire, d'accord, un objet déplacé, sans doute posé là par quelqu'un de la famille ou par Shirley elle-même. Très certainement la clé de sa chambre. Ce n'est pas inhabituel. D'accord, son emplacement est étrange. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'elle ne correspond à aucune serrure de la maison. Cette clé, posée là mystérieusement, n'a pas d'utilité dans leur domicile. Vous savez que ce genre d'affaires, ça commence souvent avec un phénomène anodin comme celui-ci. Mais le cauchemar arrive vite. Les jours passent, Shirley entend des tapotements, des bruits autour d'elle, uniquement au domicile. Quelque chose semble la suivre. Walter écoute sa fille, et effectivement, ces bruits de tapotement semblent liés à Shirley. Mais en apparence, elle n'y est pour rien. Comme pour ces objets qui se déplacent. Cela nous est peut-être arrivé à tous de retrouver un objet à un endroit en se disant « Tiens, c'est drôle, je me souviens pas l'avoir posé là ». Un événement anodin de notre quotidien, une horreur dans celui des Hitchens. Shirley est persuadée d'être suivie par quelque chose de surnaturel dans la maison. Alors quand la famille retrouve de jour en jour des objets déplacés, ça peut ressembler à une farce potache, mais la situation commence à vraiment leur faire peur. It started with a key, and that night the noises began, and it seemed to come from the walls and the ceiling, the floors, and both neighbours either side, because we terraced house, heard it, and the police were called at 3 o'clock in the morning, and they heard it out in the street, and it went on till I think daylight, and we were all traumatised. It went on for there, and it lasted for weeks, every night. Walter est soucieux. Il en parle à un collègue qui lui révèle être médium. Ils organisent alors une séance à leur domicile, c'est-à-dire que le collègue tente de contacter une hypothétique entité, à la suite de laquelle il avoue ne pas être capable d'établir un lien avec quoi que ce soit de surnaturel. Sauf qu'après cet événement, la situation empire.
Les coups s'intensifient et suivent Shirley en dehors du domicile. Allez expliquer à votre employeur que les perturbations au travail, ce n'est pas vous qui les provoquez, mais qu'elles sont causées par une entité surnaturelle accrochée à vous. Parce que oui, les manifestations se produisent dans la boutique où elle est employée. Elle travaille comme coupeuse de vêtements dans le département des transformations d'un magasin dans le West End. C'est un travail qui est mécanique, harassant. Et donc, à son travail, des objets disparaissent du magasin, dont 4 ou 5 paires de ciseaux. Aux alentours, les rumeurs se sont déjà propagées à propos d'une fille qui serait hantée par un poltergeist. Interrogée au magasin sur les produits qui disparaissent, Shirley avoue être cette fille. Ils font alors venir une infirmière. L'adolescente est fouillée à nu pour vérifier si elle les a sur elle. En se remémorant cet incident, Shirley décrit s'être sentie humiliée, ce qu'on peut complètement comprendre. Suite à ça, l'adolescente quitte son travail. Au domicile, lorsque les coups sont entendus, les témoins posent des questions et indiquent que les coups reçus en réponse semblent indiquer que quelqu'un ou quelque chose est à l'œuvre. Les rumeurs attirent l'attention des médias locaux et la presse finit par en parler. L'entité est appelée Donald. Pendant des années, Donald se manifeste au domicile. Pendant ces années, il y aurait eu une autre entité se prétendant être James Dean qui se serait jointe à lui quelques temps avant de disparaître. Comme je viens de vous le dire, les événements durent des années, donc il y a beaucoup de phénomènes qui se passent dans cette maison. Des marques sur les murs, des objets qui lévitent. Malheureusement, aucune preuve matérielle concrète n'émerge et les médias perdent peu à peu leur intérêt. Mais Harold Chibet, un inspecteur des impôts et enquêteur du paranormal à l'approche fortéenne sur son temps libre, s'intéresse au cas et décide de poursuivre les investigations. Grâce à Chibet, ça avance bien. Il communique par lettres et notes laissées par l'entité qui manipulerait le corps de Shirley. Et grâce à ces communications, on apprendrait alors la véritable identité de Donald, et accrochez-vous, parce qu'on part très loin. Donald déclare être Louis Charles, l'éphémère Louis XVII qui est entouré de rumeurs selon lesquelles il aurait échappé à sa captivité pendant la Révolution française, plutôt que de mourir prisonnier à l'âge de 10 ans des suites de maladies graves, comme l'avaient affirmé les registres officiels. Évidemment, ce n'est qu'une rumeur, mais Donald affirme s'être noyé alors qu'il était en route pour l'exil en Angleterre. On aurait donc le fantôme d'un roi de France qui nous refait l'histoire de France. Petit aparté, je trouve que c'est un biais vraiment récurrent de faire se manifester des personnes historiques dans de prétendus cas de maisons ou de personnes hantées. Ça fait très roman national et ça nous renvoie à des grandes affaires d'apparition de personnages illustres. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas tout simplement un des anciens résidents ou l'une des nombreuses personnes décédées dans le périmètre, en admettant l'existence des esprits, que le lieu terrestre est une influence et qu'une influence sur la matière soit possible. Et toujours dans ces suppositions, pourquoi est-ce que ça serait pas juste un esprit farceur? Voici un message prétendument écrit par Donald, retrouvé dans le carnet de Shirley. On peut y lire la phrase « Shirley, I come ». En gros, « Shirley, j'arrive ». Ça ressemble beaucoup à de l'écriture automatique, quand vous laissez votre main former quelque chose, une lettre, un mot ou encore un symbole, sans lever votre stylo de la feuille. On peut arguer que c'est Donald qui écrit à travers elle, mais l'argument d'une petite fille qui projette sa peur l'est tout autant. Il y a un exercice assez sympa qu'on fait en écriture et que je vous invite à faire, parce que déjà ça stimule votre imagination, votre créativité, et surtout ça vous aide à vous comprendre. Vous prenez une feuille ou bien vous utilisez votre clavier et vous écrivez sans filtre, sans réfléchir à toutes les premières pensées qui vous viennent avant de les intégrer pleinement. Vous pourriez être surpris par le résultat, et ça ne vous est pas dicté par une entité, mais ça vient de vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en l'occurrence, il faut se méfier de tout document qui peut être altéré consciencieusement ou non par une personne. Mais voilà, Donald, ça fait des années qu'il fait sa loi. La famille tente de ne pas le contrarier car il les menace régulièrement de mettre feu à la maison. Et la situation devient particulièrement invivable pour Ethel, la grand-mère. En effet, elle est régulièrement prise pour cible du poltergeist qui l'insulte copieusement. Ethel, contrairement aux parents, a des soupçons. Sa relation avec Shirley ne fait qu'empirer. Le 9 juillet 1957, elle tente de frapper sa petite fille avec un bâton alors qu'elle soupçonne l'adolescente de lui voler des affaires. Catherine, la mère de Shirley, et Ethel se disputent. Catherine défend sa fille. Suite à ça, la chambre d'Ethel est retrouvée saccagée par 2 fois les 13 et 24 juillet, et Ethel meurt d'un accident vasculaire cérébral le 27 juillet. En parallèle, la condition sociale de Shirley s'améliore au fil des années. Elle peut faire chambre à part, la curieuse notoriété fait d'elle une petite attraction et elle passe même à la télévision. Mais voilà, toute cette affaire
est quand même bien étrange. L'enquêteur Harold souhaite vérifier les dires de l'entité Donald. Entité qui change en permanence son récit et se contredit. On est face à quelqu'un ou quelque chose qui se moque de la famille. Et c'est d'ailleurs ce que pense la SPR, une association parapsychologue, sur ce cas. Donald n'est pas une personnalité crédible et les choix les plus probables semblent se diviser entre un communicateur qui s'est invité et est là pour se moquer, ou bien un individu vivant qui prend des bouts d'informations des encyclopédies et des programmes de télé ou de radio et les mélange tous ensemble, en étant évasif ou bien silencieux quand on a essayé de rejeter ces allégations. Tout bien considéré, on a l'impression que quelqu'un avec une poignée de connaissances historiques essayait de jouer un rôle. Au moment où Shirley se marie, en 1965, la présence de Donald s'estompe. Elle quitte la maison de ses parents et en 1967, elle quitte Londres. Donald disparaît définitivement en 1968. Harold Chibet reste jusqu'au bout des événements avec la famille et écrit un livre qu'il ne publiera jamais. Ses conclusions sont que Donald était bel et bien un esprit, ça n'était pas un canular ou bien une manifestation du subconscient de Shirley. Et justement, que disent les personnes qui se sont intéressées à ce cas? Voici l'analyse faite par la SPR qui est très intéressante. Ce qui ressort, c'est que les demandes de Donald fonctionnent en permanence à l'avantage de Shirley. Elle est en mesure de quitter la chambre de ses parents pour aller dans l'une des siennes, malgré son somnambulisme. Elle évite les emplois qu'elle ne veut pas faire, mais reçoit carte blanche pour rester à la maison, à habiller des poupées pour, selon elle, s'améliorer dans la confection de costumes. À sa suggestion, elle reçoit de l'argent pour les vêtements et le maquillage et est en mesure d'adopter une coiffure plus à la mode. En bref, elle peut mener une vie paisible en contraste marqué avec la plupart des autres filles de son âge et de sa classe. Autre point intéressant, l'enquête avance que l'entité Donald s'intéresse à des jeunes hommes qui pourraient passionner une adolescente de son âge et de son époque, notamment l'acteur Jeremy Spencer qui est une obsession pour Donald. On se rappelle également qu'à un moment donné, il y avait le fantôme de James Dean qui s'était selon elle manifesté. Donald est capable de faire des remarques négatives sur la famille de Shirley, remarques qu'elle aurait pu penser mais ne pas dire ouvertement. Andrew Green, un psychologue réputé, rend visite à la famille au moment des manifestations. Sa conclusion est que les coups et les manifestations de Donald sont des créations externalisées de la psyché de Shirley, tout comme l'histoire de Donald qui ne serait qu'une invention de l'adolescente, ce qui expliquerait son manque de cohérence. Les lettres et les notes laissées par Donald sont, selon Andrew, écrites par Shirley dans un état dissocié. Après tout, ce Donald est curieux. Il s'intéresse aux poupées, aux mariages royaux et aux stars de son époque. Des centres d'intérêt, encore une fois, partagés par Shirley. On est dans la spéculation, mais il est possible qu'elle ait provoqué un, des ou bien tous les phénomènes malgré le fait qu'elle l'ait toujours nié. Et comme l'avance la SPR, il est possible que d'autres événements, en particulier survenus après son départ, étaient des événements ordinaires de la vie de tous les jours, mais qui ont été mal interprétés par la famille ou bien les visiteurs. Une autre théorie de la SPR avance même que Shirley aurait pu avoir un complice, et ce complice, ça aurait pu être Catherine, sa mère. Elle a peut-être connu un manque d'épanouissement, frustrée par son handicap et rendue malheureuse par sa chute dans la pauvreté, en tant que femme, avec une belle-mère dominatrice à l'étage et une belle-sœur au parcours bientôt plus brillant que le sien. Elle aurait pu truquer certains événements pour se réaffirmer en reprenant le contrôle aux côtés de sa fille. Mais bon, on est dans la spéculation bien entendu et il n'y a pas de preuve non plus pour ces théories. En 2013, des décennies après les faits, Shirley Chings a collaboré avec l'auteur James Clark pour fournir un compte-rendu des événements. Harold Chibet leur a fourni ses notes d'enquête, complétées par les notes de la famille prises à l'époque et les propos souvenirs de Shirley. Le livre avance différentes hypothèses, du poltergeist Donald jusqu'aux créations du subconscient de Shirley, en passant par la fraude. Clark peint le portrait d'une adolescente qui vit dans une famille au rapport tendu, une famille assez surprotectrice. Il vivait une période difficile au sud de Londres, dans une maison qui était délabrée et qui allait bientôt être démolie. C'était une période assez conflictuelle, avec des mœurs strictes, et une volonté pour la jeunesse de s'affirmer, ou en tout cas de se libérer un petit peu. Les frictions dans ce foyer traditionnel sont très mises en avant, et Clark pose la question de que peut faire une adolescente dans ce milieu-là pour réagir face à tout ça. En tout cas, c'est intéressant de voir comment aujourd'hui cette affaire est récupérée et racontée à nouveau, parce que oui, il y a du nouveau. La BBC a lancé le podcast audio The Battersea Poltergeist qui adapte ce cas et qui a généré des millions d'écoutes. Le succès est tel que la maison de production Blumhouse, qui est spécialisée dans l'horreur à petit budget, a racheté les droits. Le podcast mélange reconstitution immersive de l'affaire et discussion autour, et dans le 9e épisode, il y a une théorie extrêmement intéressante de la sceptique Deborah Hyde qui peut se vérifier dans la plupart des affaires d'esprits frappeurs qui sont portées à notre connaissance. Souvent, ces cas sont connus localement, mais c'est l'intervention d'un facilitateur, comme elle
l'appelle, qui diffuse largement l'affaire, en plus d'accentuer les événements. Ces facilitateurs interviennent souvent avec une véritable volonté d'aider. Dans le cas de Harold par exemple, il y a un désir authentique et fort d'établir une preuve de la vie après la mort, et ces affaires sont des moyens potentiels pour eux d'y parvenir avec leur enquête. Ces facilitateurs sont généralement décrits comme plus instruits et ils créent des analogies qui conditionnent les victimes dans une histoire, une explication et un schéma qu'ils finissent par provoquer avec l'attention qu'ils apportent aux événements en intervenant au plus près des familles. Ce que ça veut dire, c'est que l'intervention de Harold aurait accentué les événements, alors que, et c'est en tout cas la théorie de Deborah, sans son intervention, les phénomènes auraient disparu d'eux-mêmes, que cela vienne de Shirley, volontairement ou non. Sa théorie du facilitateur s'intègre à une explication sociale du phénomène de poltergeist, en tout cas dans ce cas. Le facilitateur valide la croyance en un phénomène probablement inexistant parce qu'il peut intégrer ce phénomène dans sa vision du monde. Ce faisant, il convainc les victimes qui n'interprètent les phénomènes que par ce prisme. Je trouve la théorie intéressante parce que dans de nombreuses affaires, on peut se demander à quel point la personne qui aide la famille contribue à aggraver le cas sans le vouloir, de par sa simple intervention justement, en persuadant les victimes que la nature du phénomène est bien surnaturelle. Et cette réflexion me fait penser à la dent d'or de Fontenelle, assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Assurons-nous bien qu'un phénomène existe avant d'essayer de l'expliquer par bien des façons, parce que si on cherche des tonnes d'explications à un phénomène dont la nature n'a pas été prouvée, on prend le problème à l'envers. La maison où se sont déroulés les phénomènes est aujourd'hui démolie et le numéro 63 n'existe plus. Danny Robbins, qui a réalisé le podcast du Poltergeist de Battersea, connaît bien Shirley qui lui a raconté son histoire dans les moindres détails. Il a également eu accès à la plupart des archives qui nous sont inaccessibles, les notes directes de Harold et de la famille. Il est fermement convaincu que Shirley dit la vérité. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a voulu raconter son histoire. Jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez vu dans son interview au début de la vidéo, Shirley affirme que tous ces événements ont bien eu lieu et qu'ils sont de nature inexplicable. Même 60 ans après, malgré l'absence de preuves irréfutables. Pour elle, ces événements ont bien eu lieu, c'est une affaire de croyance et mon rôle de conteur s'arrête ici. Merci à CyberGhost VPN d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous rendre dans la description pour en savoir plus et bénéficier de l'offre via mon lien. Si vous découvrez cette chaîne, vous pouvez vous abonner, il y a du contenu très régulier qui sort sur ces thématiques. Je remercie les membres de la chaîne qui aident à contribuer à la production des vidéos régulières. Pour plus de contenu, je suis aussi sur TikTok, sur Insta, où je publie des formats courts. J'espère vous avoir diverti et je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde, prenez soin de vous.